Deuxième partie, on va faire un survol, en fait. Donc, c'est pas, je ne vous lis pas le texte de loi, c'est un peu plus ardu aussi, ce volet-là. Donc, sur le règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection. Et on va regarder le volet de ce règlement-là concernant l'irrigation en milieu agricole. Donc, le règlement couvre d'autres aspects aussi au milieu agricole, mais là, on va vraiment se concentrer sur le volet de ce règlement-là pour l'irrigation. Donc, ça ne se veut pas exhaustif à tous les niveaux. Donc, le règlement sur le prélèvement des eaux, c'est un règlement qui est relativement récent, entré en vigueur 14 juillet 2014, donc ce n'est pas un vieux règlement. Et il vient remplacer, tout à l'heure je vous parlais, là, quand vous avez lu votre ordre du jour, que je n'avais pas lu avant ce matin, j'en suis désolé, il vient remplacer le règlement sur le captage des eaux souterraines. Qu'est-ce qu'il vient faire essentiellement, en fait? C'est qu'il ne couvre plus juste le captage des eaux souterraines, mais il couvre aussi le captage d'eau de surface. On n'en fait qu'un seul règlement. Il découle d'une grande loi qui est la loi affirmant le caractère collectif des ressources en eau visant à renforcer leur protection. Donc, ça introduit un nouveau régime d'autorisation quand on fait des prélèvements d'eau. Première partie, vous allez voir, je vais vous dire que il y a plusieurs projets qui sont assujettis, puis ensuite, vous allez voir les soustractions. Donc, le premier volet, je vous remets un peu dans le contexte. Cette loi-là aussi découle suite aux activités entourant la prospection au niveau du gaz de schiste, le gaz de shale, qui était à l'époque très en vogue, donc avant 2014. Et on visait à prévenir les conflits en eau, en fait, de prélèvement d'eau, donc de prévenir les conflits, et aussi de renforcer la protection de l'eau potable. Vous vous souvenez, il y a eu une saga, entre autres, là, en Gaspésie, une municipalité qui avait adopté un règlement, l'entreprise voulait revenir contre eux. Donc, dans cette mouvance-là, en fait, le règlement a été mis en place. Qu'est-ce que vient dire ce nouveau règlement-là, essentiellement? C'est que tout nouveau prélèvement d'eau de surface, sauf quelques exceptions, puis je vais y venir plus tard, nécessite une autorisation. Puis par le mot « prélèvement », on fait référence, dans le fond, à toute action de prendre de l'eau de surface par quelque moyen que ce soit. Donc, un drain, un tuyau, ça reste des prélèvements d'eau de surface. Et les prélèvements qui ont déjà été autorisés, peut-être avez-vous des autorisations qui ont été délivrées en vertu de l'article 22 ou 32, là, je rentre dans le jargon légal, là, mais si vous aviez déjà les autorisations, à terme, elles devront être renouvelées d'ici 10 ans. C'est ce que le règlement vient dire. Donc, ce que le ministère, le gouvernement souhaitait faire avec ce règlement-là, donc, c'était d'assurer la protection de la ressource eau. Il vient aussi donner une certaine ordination, en fait, donc mettre un certain ordre, en fait, dans tout ça, à savoir qui a priorité pour pouvoir prélever de l'eau. Donc, ce qu'on voit, c'est d'abord satisfaire les besoins en population, l'eau potable, la première chose. Ensuite de ça, concilier les besoins pour les écosystèmes, les milieux naturels, et les activités à caractère économique. Mais il y a une priorité d'abord, donc, sur les prélèvements pour l'eau potable. Le ministère prend en considération, quand il fait l'analyse des demandes d'autorisation qui lui sont soumises, plusieurs critères, le développement du territoire, les changements climatiques, évidemment, et plusieurs autres. Il peut exiger aussi des études, des expertises, une étude hydraulique, etc., avant d'émettre son autorisation. Les prélèvements d'eau, les autorisations sont valides pour 10 ans. Aux 10 ans, donc, on peut modifier les paramètres, en fait, de l'autorisation. Il est cessible, donc si vous avez une autorisation, vous pouvez la céder à un acheteur, un vendeur, etc. Dans les conditions là, que je vous disais qui peuvent être incluses, donc on peut assurer la protection des écosystèmes aquatiques, des milieux humides. J'y reviens beaucoup, hein, vous voyez que c'est mon domaine. Là. Moi, je suis au niveau du secteur hydrique et naturel, donc, mais il y a des conditions qui peuvent s'appliquer en ce sens-là avant d'émettre une autorisation. Savoir d'où provient l'eau, c'est quoi la quantité d'eau que vous souhaitez prélever, où vous allez la rejeter, c'est quoi la quantité d'eau qui va être rejetée, ça va être quoi la qualité de l'eau qui va être rejetée. Donc, il peut y avoir des conditions par rapport à ça. Les installations qui sont nécessaires pour faire le prélèvement, est-ce que c'est un puits de captage? Est-ce que c'est une pompe? Est-ce que c'est très invasif ou peu invasif comme dispositif? Est-ce que l'impact environnemental de juste du dispositif, il est là ou non? Donc, il peut y avoir des conditions qui sont imposées en fait par le ministère. Alors, qui est assujetti à une autorisation? Qui est assujetti à une autorisation? Tout le monde qui prélève plus de 75 mètres cubes par jour. Ou, si vous avez des installations, des infrastructures qui alimentent plus de 20 personnes, vous êtes automatiquement aussi autorisé. Le 75 mètres cubes, en fait, normalement, vous devriez être sous ce seuil-là.
de façon générale. Qu'est-ce que ça représente 75 mètres cubes? Ah, c'est peut-être plus loin, en tout cas, ça va revenir. C'est environ 2 piscines, 21 pieds, 4 pieds d'eau, 2 piscines. J'ai toujours de la misère à le visualiser. Pour moi, en fait, pour moi, du prélèvement, d'habitude, c'est un tuyau qui coule pendant un certain temps. J'ai des collègues ingénieurs, là, j'ai dit, ça représente quoi, là, 75 mètres cubes? Fait qu'un tuyau de 4 pouces, un tuyau de pompier, là, à 1 litre seconde pendant 24 heures, vous avez 75 mètres cubes. Donc, si une fois dans l'année, vous dépassez ce débit-là, vous seriez assujetti. À ce moment-là, vous êtes assujetti, en fait, donc, au RPEP. Donc, ah ben voilà, c'est ça. Donc, qu'est-ce que ça représente? Donc, ça représente, grosso modo, là, comme dimension. Ou si vous avez un bassin, un étang d'irrigation, et puis que votre bassin d'irrigation est à peu près de ces dimensions-là, puis que vous le videz à sec, donc à ce moment-là, vous êtes assujetti au RPEP. Ou on avait une superficie, là, donc 0,3 hectares, 3000 mètres carrés, grosso modo, qui, sur un pouce d'eau sur 3000 mètres carrés, là, ça donne à peu près le volume de 75 mètres cubes par jour. Il y en a des gens qui peuvent se dire, ah ben, je vais me faire 3 étangs, je vais rabouter tout ça ensemble. Fait que dans le fond, je n'aurai jamais 75 mètres cubes parce que lui, il me donne 50 mètres cubes par jour, celui-là 36, l'autre 42. Mais en fait, c'est l'ensemble des prélèvements, ça compte pour un. Ce n'est pas parce que vous mettez 4 tuyaux d'1 pouce qu'on ne le calcule pas comme un 4 pouces dans le cadre du règlement. Donc, un seul régime d'autorisation maintenant, tout à l'heure, je vous le disais, donc le RPEP vient mettre de côté le règlement, donc il remplace le règlement sur le captage des eaux souterraines. Maintenant, qu'un seul règlement pour capter de l'eau souterraine ou capter de l'eau de surface. Plus de 75 mètres cubes, normalement, maintenant, vous êtes assujetti à une autorisation, même si à des fins privées. Tout à l'heure, je vous en parlais, là, donc les articles, si vous aviez des autorisations préalables en vertu de l'article 22, 32, il va falloir les renouveler d'ici 10 ans ou 15 ans, là, selon les modalités. Et si vous n'êtes pas assujetti, donc si vous êtes en deçà du seuil de 75 mètres cubes, qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce que ça fait dans ce cas-là? C'est la belle vie? Oui, mais ça se peut, par exemple, que si vous prélevez dans un cours d'eau, vous avez besoin d'une autorisation municipale. Votre municipalité, elle a un règlement municipal, elle permet les prises d'eau, mais ça vous prend quand même un permis municipal pour pouvoir installer votre prise d'eau dans un cours d'eau ou un lac, par exemple. Puis elle peut avoir aussi des normes aussi au niveau du captage pour l'eau souterraine, la même chose aussi. Et il y a un rapport de forage aussi qui est transmis au ministère pour ce qui est des forages pour l'eau souterraine. Donc, qu'est-ce qui change au niveau du RPEP là, depuis 2014? Donc, c'est la même procédure qu'avant pour les eaux souterraines, sauf qu'il y a des dispositions pour la géothermie, d'autres dispositions aussi pour les puits, en fait, là, au niveau du scellement, la finition, etc., etc. Ce qui fait en sorte, entre autres, puis c'est pour ça que tantôt je parle de l'irrigation, mais il y a tout un volet aussi au niveau des normes par rapport à du stockage de fumier, de compost, etc. Il y a des normes aussi qui ont été assouplies dans certains cas parce qu'on est plus restrictif au niveau du scellement du puits de captage. Donc, c'est un volet que je n'aborderai pas aujourd'hui. Et puis, au niveau de l'eau de surface, ça ne change absolument rien par rapport à l'ancienne réglementation que vous aviez. Au niveau du monde agricole, donc dans le milieu agricole, vous êtes assujetti à votre réglementation municipale et les mêmes dispositions qui s'appliquaient auparavant, donc c'est les dispositions de la politique de protection des rives, du littoral et des plaines inondables. Ces dispositions-là sont dans les règlements municipaux, continuent de s'appliquer comme ça se faisait auparavant. Quelques cas concrets. Donc, pour de l'eau prélevée dans un puits, donc de l'eau souterraine, si je pompe plus de 75 mètres cubes par jour, donc je reviens à mon tuyau de pompier, 4 pouces à peu près, 1 litre seconde pendant 24 heures. Si je suis au-delà de ça, ça me prend une autorisation. Sinon, peut-être la municipalité pour faire l'aménagement ou pour le puits de captage. Si je veux pomper dans un cours d'eau, dans un lac, donc encore là aussi, les lacs et les cours d'eau, hein, tout à l'heure, je parlais des milieux humides, on peut les voir sur la cartographie de Canard illimité. Les lacs et les cours d'eau aussi, votre municipalité a souvent une cartographie, les MRC ont de l'information concernant aussi les cours d'eau. Des fois, les cours d'eau sont rendus rectilignes aujourd'hui, pas toujours évident de les différencier. Là, ça, c'est un fossé, ça, c'est un cours d'eau. En apparence, ça peut avoir l'air similaire, surtout s'il n'y a pas de bande riveraine, le 3 mètres de bande riveraine qui est en place. Donc, informez-vous auprès de vos municipalités, vos MRC. Vaut mieux le faire avant qu'après avoir fait les travaux. Toujours embêtant d'avoir à défendre ce qu'on a construit, ce qu'on a mis en place. Donc, si vous avez plus que 75 mètres cubes par jour que vous prélevez dans un milieu, dans un lac ou un cours d'eau, ça vous prend une autorisation également.
sinon l'autorisation municipale. Puis si ce n'est pas à des fins agricoles, par exemple, si vous avez des installations, des gens en fait qui viennent travailler pour vous, et puis vous avez des installations pour plus de 20 personnes, donc il y a aussi là encore là des nécessités d'avoir une autorisation. Ce qu'on s'intéresse aussi, des fois on pourrait se dire, bien, si j'ai un bassin étanche, mon eau, en fait, je ne la pompe pas dans un milieu naturel, je ne la pompe pas dans un étang, je la pompe dans un bassin qui est étanche. Donc, je n'ai pas besoin d'autorisation, même si je pompe plus que 75 mètres cubes. Non, ce n'est pas d'où on prend l'eau pour l'envoyer au champ, c'est d'où vient l'eau qui remplit le bassin étanche. Donc, c'est la source première qui nous intéresse, évidemment. Donc, donc le prélèvement, et si on veut prélever pour alimenter notre étang d'irrigation, pour éviter d'être assujetti, ce qui est la meilleure des choses, toujours éviter de venir nous voir au ministère de l'Environnement. Tout le monde s'en porte mieux, la vie est plus simple quand on n'est pas obligé de venir chercher un certificat d'autorisation chez nous ou une autorisation. Donc, si vous êtes en deçà et si vous respectez les conditions suivantes, donc si votre étang d'irrigation il est d'origine anthropique, vous l'avez creusé, ça a été fait à main d'homme, il y a moins de 6 mètres de profondeur, il est situé à plus de 30 mètres d'un milieu humide, étang, marais, marécage, tourbière, plus de 100 mètres d'une prise d'eau, la vôtre ou celui de votre voisin. Il ne sert pas à inonder, c'est plus pour les canneberges, on en a moins ici, là, mais par exemple, là, à inonder des terres pour la récolte. Et s'il est situé à l'extérieur du bassin du fleuve Saint-Laurent, là, ça, c'est une disposition qui est liée à l'entente sur les Grands Lacs, peut-être que vous en avez entendu parler. Vous êtes situé à l'intérieur du bassin versant du lac Saint-François. Là, vous avez la cartographie ici. En fait, essentiellement, là, tout ce qui est au sud de Trois-Rivières, pas mal, là, dans le sud du Québec, on est à l'intérieur du bassin versant du fleuve Saint-Laurent. Donc, la goutte d'eau qui tombe ici, à l'ultime, elle s'en va au fleuve. Donc, on peut éviter d'être assujetti si on respecte les conditions suivantes. Là, vous allez dire, oui, mais moi, je suis dans le bassin, donc je ne respecte pas cette condition-là. Donc, mais il y a un seuil à ce moment-là. Il faut dépasser le seuil de 379 mètres cubes par jour. Ça représente quoi? Je suis retourné voir mon collègue ingénieur. 379 mètres cubes, règle du pouce, là, 75 mètres cubes. Tantôt, je vous disais un tuyau de pompier. C'est à peu près x5, grosso modo. Donc, 5 tuyaux pendant 24 heures, non-stop, une fois par année, vous seriez assujetti à ce moment-là. Donc, si vous respectez ces critères-là, vous n'êtes pas assujetti. Et quand le règlement est rentré en vigueur, sachez aussi qu'il y a eu des discussions avec le monde agricole. Le but n'était pas d'assujettir tout le monde, mais justement essayer de trouver un seuil qui respectait tout le monde, tant au niveau agricole, tant au niveau aussi de la protection des écosystèmes aquatiques, donc des milieux naturels. Si vous faites du prélèvement par drainage, vous avez des drains agricoles, vous les récoltez, vous avez des fossés, vous récoltez votre eau. Donc, à ce moment-là aussi, ça ne nécessite pas d'autorisation du ministère. Donc, vous n'êtes pas dans un milieu naturel. C'est des fossés qui ont été creusés à main d'homme. Et vous captez votre eau à partir de travaux qui ont été destinés à mettre en culture des terres noires ou l'exploitation de la tourbe. Il faut faire attention, dans ce second cas-là, en fait, il faut avoir eu une autorisation préalable du ministère avant d'intervenir. C'est des tourbières, les terres noires. Donc, il faut s'assurer que vous avez eu votre certificat d'autorisation au préalable. Ou il y avait aussi les fossés de voies publiques ou de routes ou quoi que ce soit, là, si vous prenez votre eau à partir de là. Donc, quand est-ce que tout ça rentre en vigueur? Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est depuis le 14 juillet 2014 que c'est en vigueur. Donc, ça vient mettre de côté le règlement sur le captage des eaux souterraines. Et tout ce qui avait été autorisé auparavant, dans le cadre de certificats d'autorisation ou d'autorisation, va devoir être réapprouvé aujourd'hui, donc d'ici 2014, soit 10 ans ou 15 ans plus tard, donc 2024 ou 2029. Quand est-ce que, si au niveau, donc ça c'est pour les autorisations, les autorisations, et quand est-ce que je dois demander un permis municipal? Bien, depuis 2002, si vous êtes dans un cours d'eau, un plan d'eau, donc vous devriez avoir demandé un permis municipal. Et puis pour les autres prélèvements, depuis 2015. En bref, donc le RPEP donc, contient certaines mesures de protection pour aussi, donc tantôt je vous en parlais, là, pour les sites de prélèvement. Donc si vous avez des puits de captage, il y a des distances à respecter, entre autres. Les dispositions concernant le règlement sur le captage des eaux souterraines sont reconduites dans le RPEP avec certains ajustements, certains assouplissements, mais certaines exigences supplémentaires sur le puits, certains assouplissements sur ce qui peut se faire dans l'air au pourtour, selon la vulnérabilité du puits. Tout ça est présenté en détail de façon très intéressante à l'intérieur du règlement. Et puis les eaux de surface, c'est des nouvelles mesures que je vous parlais.
Si vous voulez plus d'informations que ce que je viens de vous dire là, bien, je vous invite à aller voir notre site Internet. L'information est disponible. Les textes de loi aussi sont disponibles. C'est une loi qui est relativement récente et elle est plaisante à lire, en fait. On peut rarement dire ça, mais un règlement et ces nouvelles lois-là, plus contemporaines, en fait, sont moins ardues, je dirais, moins rébarbatives. C'est intéressant d'aller les lire. On les suit bien. C'est bien balisé. Ça vient bien le présenter. Et je voulais vous laisser, en fait, en vous disant, je m'étais mis des petits points pour conclure, en vous disant que, est-ce que je suis dans les temps? Trop rapide, pas assez? Il me reste 10 minutes? Donc, pour terminer, donc, en fait, la meilleure des choses, éviter d'intervenir dans un milieu humide, c'est éviter à avoir à déposer une demande de certificat d'autorisation. Tout le monde est gagnant. Mettre les bassins d'irrigation à plus de 30 mètres des milieux humides. Vous évitez, en fait, vous respectez le RPEP, vous évitez d'avoir un impact sur un milieu humide. Si vous prélevez, essayez d'être sous le seuil de 75 mètres cubes par jour. Si vous avez plusieurs entreprises, on se parle. Si votre étang donc d'irrigation il est à plus de 30 mètres d'un milieu humide, il y a moins de 6 mètres de profondeur, et puis vous êtes à plus de 100 mètres de tout puits sur votre propriété ou celui de votre voisin, la vie va bien. À défaut de ça, appelez-nous. On va être là pour vous accompagner, pour vous soutenir dans votre démarche de demande d'autorisation, de certificat d'autorisation. Vous êtes bien accompagné aussi. Les clubs agro aussi qui sont dynamiques, qui connaissent bien aussi la réglementation, qui sont là pour vous soutenir. Il y a des professionnels dans ces clubs-là pour pouvoir vous aider et vous soutenir. Voilà, il me reste qu'à vous dire merci. Vous avez été super. Silencieux. Très attentif.